Bonjour, alors aujourd'hui je propose de commencer un mini-cours sur la décomposition polaire. Alors, attention, je ne vais pas faire tellement de preuves que ça, je vais expliquer les choses, on va aller un peu dans la forêt autour de la décomposition polaire. Ce que je veux dire, c'est que là maintenant, il y a sur Internet et même sur ma chaîne pas mal de preuves de la décomposition polaire sous le format développement. Vous pouvez, je vous encourage à regarder celle de Dominique sur ma chaîne où il y a après des questions de jury. Et vous c'est bien exécuté. Il y a aussi celle de Tiffen. Et la décomposition polaire, c'est quand même assez bien maîtrisé par les candidats parce que bon, il y a des preuves dans pas mal de livres, c'est très très bien fait, etc. Et c'est facile à exécuter. Pas trop difficile en tout cas. Mais ce qui est plus difficile à maîtriser, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur et toutes les questions qui peuvent se poser dessus, comme tous ces développements extrêmement classiques. Donc là, ce que je propose, c'est d'aller un petit peu dans la forêt, autour de la décomposition polaire, un petit peu comme David Lynch dans la série Twin Peaks, qui se passe dans la petite ville, mais qui ensuite, il fait le film Fire Walks With Me, où on voit tout ce qui se passe derrière la petite ville, c'est-à-dire dans la forêt qui l'entoure. Voilà. Alors, d'abord, ce que je vais vous raconter, décomposition polaire, appellation contrôlée, tout est dans Nouvelles histoires hédonistes, de groupe et de géométrie. Prenez évidemment la dernière version quand même. Le chapitre 6, c'est donc dans le tome 1. C'est la fin du tome 1. Et donc, tout est fait en exercice ou dans le cours. Entre le cours et l'exercice, tout ce que je vais vous raconter, c'est là-dedans. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une décomposition d'abord, et appellation contrôlée décomposition quand même. Parce qu'une décomposition, pour moi, d'ailleurs, il y a pas que pour moi, parce que pour un jury d'agrég, il y a des leçons qui s'appellent décomposition, voilà, en algèbre linéaire, bon, décomposition de matrice. Bon, une décomposition, c'est quelque chose qui a un certificat d'unicité, évidemment. Sinon, c'est pas vraiment une décomposition. Bon. Après, peut-être ça se discute, mais pour moi, en tout cas, non. C'est plus une décomposition. Ensuite, polaire, c'est-à-dire quel est le type de décomposition. On connaît la décomposition de Dunford, par exemple, où il va y avoir diagonalisable et nilpotent. Voilà. C'est-à-dire qu'on sépare des objets de nature différente, et on sépare aussi leurs faiblesses, leurs points faibles. Je fais toujours la comparaison avec le combat des Horaces et des Curiaces, où à un moment il ne reste plus qu'un seul Horace qui est valide, et il y a deux Curiaces, voilà, et les deux Curiaces, il y en a un, il a le bras blessé, l'autre qui a la jambe blessée. Et bref, le Horace arrive à gagner, parce qu'il joue à chaque fois sur la faiblesse de l'un et de l'autre. C'est intéressant, c'est la nature même de la décomposition en mathématiques. Là, c'est le Horace, et ça, c'est les deux Curiaces. Ils ont chacun leur faiblesse. Alors, on discutera de ça un peu plus tard. Il faut d'abord que A soit dans GLN de R, c'est-à-dire soit une matrice carrée, inversible, réelle. Bon, sinon, il n'y aura pas unicité, et ce ne sera pas une vraie décomposition, appellation contrôlée. O, c'est dans ON de R, c'est l'ensemble des matrices telles que M transposé M est égal à IN, bon, bien connu, le groupe orthogonal. S, il appartient à Sn++, donc les matrices symétriques définies positives, c'est-à-dire les matrices S, carré de taille n, qui sont symétriques, donc la transposée de S est égale à S, et, bon, j'ai envie de dire définies positives, c'est-à-dire que pour le produit scalaire de Rn, le produit scalaire naturel, canonique, habituel, usuel, comme vous voulez, vous avez compris, x, Sx est strictement positif pour tout x différent de 0. Pour moi, c'est ça la bonne définition de Sn++. Il y en a pour qui ce sont les matrices symétriques à valeur propre, strictement positive. Non, pour moi, ça c'est un théorème, c'est pas une définition. Parce que ça demande quand même... Ça c'est extrêmement naturel, alors que l'autre, on laisse tomber, quoi. C'est un théorème, ça demande déjà le théorème spectral, etc. Bon. Voilà, ça fait du bien de le dire. Ok,
Alors, on va un petit peu analyser le théorème. Le théorème, il dit que toute matrice comme ça se décompose en ça et ça, avec unicité de la décomposition. Hein. Et bien sûr, je vous dis, vous pouvez voir la preuve un petit peu partout. Maintenant, attention, ça ne commute pas, O et S ne commutent pas, ne faites pas la confusion avec Dunford ou D et N commutent. Bon, voilà. On va analyser un petit peu ces éléments et leurs faiblesses, en quelque sorte, leurs forces et leurs faiblesses. ON, c'est un sous-groupe. Voilà, ça c'est important, il faut savoir que c'est un sous-groupe. En plus, c'est pas n'importe quel sous-groupe, c'est un sous-groupe donc de GLN qui est stable par transposition. Tous les sous-groupes ne sont pas stables par transposition. Il faut savoir que si O est dans ON, alors O transposé est aussi dans ON. Ça, des fois, bon, ben oui, en même temps, c'est évident, parce que c'est l'inverse. Bien, et que c'est un sous-groupe. Sn++, alors attention, ce n'est pas un sous-groupe. Hein, faites attention. En revanche, en regardant la définition naturelle, on voit que c'est un convexe. C'est-à-dire que si on remplace S, si S et S', hein, vérifie ça, et qu'on va regarder lambda S plus 1 moins lambda S', avec lambda compris entre 0 et 1, et ben ça va encore vérifier ça, évidemment. Donc c'est convexe, bon, ça peut être intéressant. Hein. Ceci dit, remarquez qu'avec l'autre définition, avec les valeurs propres, on aurait eu du mal à l'avoir. Hein. D'accord? Parce que S et S' ne commutent pas forcément. Donc, bon, on est mal. Ok. Donc, c'est un convexe. C'est stable par transposition. Bon, bah, évidemment, c'est stable par transposition puisque c'est égal par transposition. Bon. Et c'est stable par inversion. Ça aussi. Alors, vous pouvez le voir ça avec les valeurs propres, strictement positives, puisque l'inverse des valeurs propres, c'est les valeurs propres de l'inverse. Et vous pouvez le voir aussi comme ça en posant Y égale Sx et en remarquant que si x est différent de 0, comme S est inversible, évidemment, Sx est aussi différent de 0. Voilà. Et là, vous remarquez que c'est stable par inversion. C'est plus naturel, j'aime mieux cette définition, même si des fois, le théorème qui est un corollaire du théorème spectral, lui est peut-être totalement indispensable dans certaines situations. Donc, ça vaut le coup de voir toutes ces propriétés, parce qu'à partir du moment où on utilise la décomposition polaire, on va devoir jouer avec ces éléments et savoir en faire quelque chose. Alors maintenant, je vais parler des propriétés topologiques, parce que, évidemment, tout ça s'est plongé dans les matrices réelles, donc un espace vectoriel de dimension finie, et donc il y a la topologie normique, toutes les normes sont équivalentes. Bien. Alors, ON, sa petite faiblesse, c'est qu'il est tout compact. C'est-à-dire que c'est un fermé borné. Ben oui, c'est un fermé parce que pour l'application F qui a M donne M transposé M, ben c'est bon, ça c'est qui est continu hein, sur les matrices, et ben c'est l'image réciproque de l'identité, d'après ça. Et c'est borné parce qu'on remarque que tout élément de O, ben, comme ces colonnes sont de norme 1, donc forcément par Pythagore, toutes les coordonnées des colonnes sont inférieures à 1 en valeur absolue. Donc, on a la norme infinie de O inférieure ou égale à 1, donc c'est borné au moins pour cette norme. Bien, donc on a un compact, bon, mais par contre c'est un compact qui peut avoir des trous, vous voyez, donc là, bon, on n'aime pas trop les trous. En revanche, lui il n'a pas de trous parce qu'il est convexe. Voilà. Ici, vous avez quelque chose de plus pour Sn++, c'est que vous avez l'exponentielle qui va réaliser un homéomorphisme de Sn sur Sn++. Exactement comme l'exponentielle qui donnait un homéomorphisme de R dans R plus étoile. Et c'est exactement là, c'est pratiquement la même chose. Puisque ici, vous avez Sn, Sn++, Sn, d'après le théorème spectral, c'est des matrices qui sont diagonalisables en base orthonormée, et donc c'est assez facile de voir qu'on a ici, encore une fois, un homéomorphisme. Ce qui veut dire que Sn++ est homéomorphe à ceci, mais qui a un espace vectoriel. Donc à R, n+1 sur 2, puisque c'est la dimension de Sn. Voilà.
Bon, lui, par contre, il n'est pas du tout homéomorphe à un espace vectoriel. Il y a des trous à l'intérieur, c'est horrible. On tourne autour de trous, un peu comme quand on regarde les choses modulo de pi, vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais en revanche, il est compact. Voilà. Globalement, ça nous donne des informations sur GLN, des informations topologiques, puisque on a un homéomorphisme de décomposition polaire. En fait, ce qui se passe, c'est que GLN, par la décomposition polaire, est homéomorphe à ON croix Sn++. Donc, on a décomposé GLN en ON, qui est une partie compacte, et une qui est une partie totalement non compacte, mais qui ressemble fortement, pour la topologie en tout cas, à un espace vectoriel. Ce n'est pas un espace vectoriel, hein, c'est pas stable par moins, par exemple, c'est pas stable par multiplication par -1, par exemple, mais c'est quand même homéomorphe à un espace vectoriel. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur la décomposition polaire pour commencer? Il faut savoir comment on obtient S. Eh bien, S, on l'obtient, c'est lui qu'on obtient en premier. À chaque fois dans cette histoire, il faut savoir par où attaquer l'huître. Et là, quand on veut décomposer, c'est S qu'on a en premier et O en second. Et S, c'est quoi? Ben, c'est un signe qui choque. J'écris et j'assume racine carrée de A transposé A. Mais oui, j'assume. A transposé A, c'est une matrice symétrique positive et définie positive parce que on est dans GLN de R. Et il y a unicité d'une racine carrée. Ça, on le démontre. D'ailleurs, ça fait partie du développement dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une unique racine carrée. Et il y a même un petit plus. Alors, une unique racine carrée dans Sn++, attention, hein, sinon, évidemment, c'est exactement comme un élément de R+, ben, il y a eu une unique racine carrée dans R+. Là, c'est exactement pareil. R+ étoile. Et de plus, là, c'est intéressant, S peut s'écrire comme un polynôme en A transposé A. En particulier, S commute avec A transposé A, puisque c'est un polynôme en A transposé A. Quel est ce polynôme? Ben, on n'a qu'à prendre un polynôme interpolateur de Lagrange, qui va envoyer les lambda i, on va sélectionner juste les lambda i distincts, donc les valeurs propres distinctes de S, hein, on fait juste un choix de valeurs propres distinctes, et on leur associe par le polynôme la racine de lambda i, comme les valeurs propres, là on s'en sert maintenant, sont strictement positives. Ici, on va avoir des éléments strictement positifs, donc ça va bien dans Sn++. Je ne démontre pas l'unicité qui est faite un peu partout. Voilà. Et en deuxième lieu, bah, évidemment, O, on l'obtient, bah, puisqu'on a A et qu'on a S, et ben c'est A, S-1. Et on vérifie évidemment avec ça que O est bien dans ON de R. Bien. On peut le faire, hein. O transposé, O est égal à, alors quand on va faire AS-1 transposé AS-1, et ça va faire A transposé A, mais A transposé A, d'après ça, ça fait S2, et là S-1, et ça fait l'identité. C'est vraiment absolument tout droit hein, de voir que O est dans ON. Ok, alors maintenant, on va regarder les avatars de la décomposition polaire. Des décompositions polaires, il y en a autant qu'il y a de géométrie pratiquement. J'exagère. Mais allons-y. Si au lieu d'être dans R, on est dans C, GLN de C. Alors ici, on va avoir O qui va se transformer en un U, c'est-à-dire UN, ici, c'est l'avatar en gros de ON, c'est l'ensemble des matrices unitaires, un groupe aussi, hein. On a remplacé un groupe par un autre groupe, un sous-groupe cette fois-ci de GLN de C, c'est les matrices complexes de taille n, telles que M étoile M, c'est-à-dire M transposé et conjugué de M fois M est égal à IN. Bien. Il faut aussi remplacer symétrique par symétrie herbicienne, c'est-à-dire des matrices ici, telles que H étoile, c'est-à-dire conjugué transposé, est égal à H. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a un conjugué hein, qui vient se mettre. Et la positivité, définie positivité, c'est X, HX, strictement positif. Voilà.
Alors ça, bien sûr, pour la forme hermitienne canonique de Cn. Quel que soit x, un vecteur complexe, différentes z. Voilà. Vous remarquerez que grâce à ça, c'est évidemment un réel, hein, et c'est pas un complexe parce qu'il est, il est égal à son conjugué. Hein, et donc ici, on demande à ce que ce soit strictement positif. Voilà. Et là, il y a encore l'unicité, la compacité de ce côté-là, l'espace vectoriel, l'exponentiel, etc. Vous avez tout. Là, ici, on comprend mieux ce que vient faire l'appellation contrôlée décomposition polaire. Parce que c'est la vieille décomposition polaire de notre enfance, des complexes. C'est-à-dire, si z est différent de 0, vous avez unicité de la décomposition de z en ρ, qui est le module de z, et exponentielle de iθ. Ρ est dans R plus étoile, donc c'est lui qui va jouer le rôle de la matrice hermitienne, en quelque sorte, qui est définie positive. Mais là, c'est une matrice 1-1, donc c'est juste un réel. Hein. Dès que vous écrivez ça, la transposée disparaît puisqu'on est en dimension 1. Et donc, z bar égale z, c'est réel. Et ça va vouloir dire que c'est positif, strictement positif. Voilà. Et exponentielle de iθ, bah oui, parce que ici, on va avoir un complexe qui doit vérifier que z bar z, parce que la transposée n'existe pas, la transposée c'est rien du tout, hein, en dimension 1, z bar z, donc module de z au carré est égal à 1, donc ici vous avez bien l'exponentielle de iθ, parce que le cercle est paramétré par l'exponentielle de iθ. Bien, alors maintenant, beaucoup de groupes, beaucoup de sous-groupes de GLN de R, c'est pour ça qu'il y a une leçon sur les sous-groupes de GLN, beaucoup de sous-groupes de GLN possèdent leur décomposition polaire. Regardez, GLN plus de R, donc les éléments inversibles, les matrices inversibles de déterminants strictement positifs. Eh bien, sa décomposition polaire, ici, on va avoir SON, parce que, bon, lui, son déterminant, ça va être positif, forcément. Et lui, son déterminant, ça va être plus ou moins 1. Donc on va avoir que SON. Et réciproquement, si on a la multiplication ici par ça, si on multiplie deux éléments de déterminant positif, ça va donner quelque chose de déterminant positif. Donc ici, vous avez cet homomorphisme-là, qui fait que, on a montré que GLN+, était connexe. Pourquoi? Parce que ça, c'est connexe. SON, c'est bien connu d'être connexe, et SN++, on a vu que c'était homomorphe à un espace vectoriel, c'est même convexe, donc c'est connexe. Voilà. ON de C aussi possède sa décomposition polaire, mais il faut le voir comme sous-groupe de GLN de C, donc on prend la décomposition polaire hermitienne en quelque sorte, et là, cette partie-là, ça va être ON de R, et cette partie-là, l'exponentielle de I fois les matrices antisymétriques réelles. On le démontrera tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'ON de C n'est pas compact parce qu'il a une partie, vous voyez, il y a une partie compacte, sa partie compacte c'est ON, et sa partie en liberté, hein, qui marche dans la rue comme un homme libre, et c'est R puissance n, n-1 sur 2. Voilà. Via l'exponentielle, évidemment, parce que via l'exponentielle de I fois quelque chose. Ok. Ça, c'est des homomorphismes. Attention, hein, ne croyez jamais que ce soit des morphismes de groupe. Il n'y a pas de groupe. Ça, c'est groupe, mais ça, c'est pas groupe. Voilà. Il y a le groupe OPQ, qui est le groupe qui stabilise pour la congruence, donc on rencontre avec les formes quadratiques, hein, réelles, qui stabilise pour la congruence la matrice IPQ, c'est-à-dire la matrice avec les diagonales, avec P1 et Q-1, avec P plus Q égale N. Voilà. Et OPQ, sa partie compacte, c'est O de P croix O de Q, donc le groupe orthogonal croix le groupe orthogonal, et sa partie espace vectoriel, c'est R puissance PQ. Au passage, vous voyez que OPQ est compact, c'est-à-dire le groupe qui stabilise une forme quadratique non dégénérée réelle, donc qui est forcément isomorphe à OPQ, eh bien, c'est compact si et seulement si P fois Q égale 0. Sinon, c'est pas compact. Voilà. Et ça veut dire que si Q égale 0, ça veut dire que c'est la forme définie positive, donc c'est le groupe orthogonal. Et si c'est P qui est égal à 0, c'est aussi un peu le groupe orthogonal, mais on va dire que c'est le stabilisateur d'une forme définie, négative. Voilà. Donc en gros, une forme quadratique réelle, bon, évidemment, on va dire non dégénérée,
on est entre gens sérieux, son groupe qui la respecte est compact si et seulement si la forme quadratique est soit définie positive, soit définie négative. C'est-à-dire, en gros, si et seulement si elle est définie. Elle ne s'annule jamais, sauf sur le vectoriel. Il y a aussi un avatar qu'on peut trouver, alors cette fois-ci dans le tome 2, chapitre 9 de Nouvelle Histoire hédoniste, de groupe et de géométrie, et qui concerne un espace vectoriel muni d'une forme bilinéaire non dégénérée, soit symétrique, soit antisymétrique. Il y a un avatar de ça. Bon, on va pas trop en parler, mais c'est quand même sympa de savoir que c'est quelque chose d'assez général. Bon, alors maintenant, deux choses. On va encore regarder ce qui se passe sur Mn de R, où là, on va pas avoir tout à fait une décomposition parce qu'on n'aura pas l'unicité. Mais on aura quand même l'existence. Faut take the money and run, hein, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et on va regarder, je vous ai promis de prouver ça, je vais vous prouver ça. Alors regardons ce qui se passe si A n'est pas dans GLN. Alors si A n'est pas dans GLN mais dans Mn de R, hein, bah, ça veut dire qu'on peut l'approcher, on sait que GLN est dense. Quand on va regarder les valeurs propres de A plus 1 sur K IN, bah, on sait que comme c'est pas dans GLN, bah, 0 est valeur propre. Mais 0 est valeur propre évidemment isolée, hein, parce que les valeurs propres elles sont finies, donc il y a ici on va avoir, à partir d'un certain cas, ceci qui va être inversible, puisque 0 sera plus valeur propre. Donc on a une suite AK qui tend vers A, et AK est dans GLN. Donc on peut lui associer une décomposition polaire. Maintenant, cette fois-ci, on va attaquer ici, parce qu'on a une suite OK, et une suite SK. Mais la suite OK, on sait en dire quelque chose parce qu'on est dans un compact. On a une sous-suite qui converge vers un certain O. C'est pas 0, ça c'est O. D'accord ? Donc maintenant, je vais prendre cette sous-suite qui tend vers O, et je vais prendre l'inverse ici de O phi K. J'ai S phi K qui va être égal à O phi K, l'inverse c'est la transposée puisque c'est des matrices orthogonales, fois A phi K, d'accord, j'applique ça à K, je le remplace par phi K, ce qui va faire que ça va tendre, O phi K va tendre vers O transposé, et A phi K, ça va tendre forcément vers A. Et donc ici, je vais avoir une suite de matrices symétriques définies positives qui va tendre vers une matrice. Bon, alors, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est une matrice symétrique définie positive? Bon, non, a priori, mais on sait qu'on est dans l'adhérence de Sn++, puisque ça, c'est des éléments de Sn++, et ça tend vers un élément, forcément, de l'adhérence de Sn++. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adhérence de Sn++? J'aurais peut-être dû en parler tout à l'heure. Eh bien, c'est l'ensemble des matrices. Ça ne change pas. Hein. On est dans un espace vectoriel, donc un espace vectoriel en dimension finie, c'est fermé, hein, donc on reste dans l'espace vectoriel, le sous-espace vectoriel. Mais cette fois-ci, la condition x, sx strictement positif devient x, sx positif ou nul. En tout cas, il est clair qu'on a cette inclusion. Après, c'est facile de voir qu'on a l'inclusion inverse. On ne va pas s'en servir, mais l'inclusion inverse, vous prenez une matrice qui vérifie ça, vous voyez que c'est une matrice symétrique, ici, donc par le théorème spectral diagonalisable en base orthonormée, et vous avez les valeurs propres qui vont être cette fois-ci positives ou nulles. Donc en remplaçant tous les zéros par des epsilon, hein, on voit bien qu'on peut approcher des epsilon positifs, strictement positifs, on peut toujours approcher une matrice comme ça par des matrices définies positives. Hein. C'est facile, vous pouvez le faire en exercice. Donc là maintenant, on voit qu'on a A égale OS, mais non unicité, d'accord? On a un O, on a un S, et le S n'est pas dans Sn++, cette fois-ci, il est dans Sn+. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, prenons 0 dans C, 0 égale ρ exponentielle de iθ, oui, mais ρ c'est 0, bien sûr, le module de 0 c'est 0, mais ici on voit bien qu'il n'y a pas unicité. Donc ici c'était la partie,
on va dire hermétienne définie positive. Bon, là, ça c'est unique, mais par contre, cette partie-là, elle n'est pas unique. On peut prendre 0, son argument, c'est n'importe quoi. Donc c'est pas vraiment appellation contrôlée des compositions polaires. Voilà. On pourrait aussi se demander, tant qu'on y est, est-ce qu'il y a une décomposition polaire sur un corps fini? Bon, la réponse est non, parce que il n'y a pas la notion de défini positif. Déjà, la positivité, on l'oublie, parce que on est sur des... chaque droite, c'est un Z sur PZ, sur les corps finis. Une droite, ça c'est cyclique, donc il n'y a pas d'ordre dessus. Donc déjà, positif, on oublie. Défini, ça veut dire non nul, donc ça veut dire quelque chose. Mais non, parce que une forme quadratique, à partir de la dimension 3, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Chevalier-Warning, qui dit que elle s'annule toujours. Une forme quadratique va toujours s'annuler. Alors en dimension 2, non, mais dès que la dimension dépasse le degré, c'est-à-dire ici, comme c'est des formes quadratiques, c'est 2, et vous voyez, ça, ces trucs-là, c'est des formes quadratiques, donc c'est degré 2, c'est homogène de degré 2, et là, forcément, ça va s'annuler. Donc défini, ça n'existe pas. Cette notion n'existe pas. Et donc, on est très embêté pour avoir l'unicité ici de la décomposition, de déterminer quelque chose d'un petit peu, une décomposition un peu canonique, un peu unique. Voilà. On va attaquer le fait que ON de C se décompose en cette partie compacte ON, c'est ON de R là, fois l'exponentielle d'une matrice de la forme IAN. Alors, regardez, qu'est-ce que ça veut dire ON de C? C'est des matrices complexes, telles que la transposée de la matrice fois M est égale à IN. Mais cette fois-ci, c'est plus du tout compact, d'accord? C'est plus comme dans R. C'est pas un groupe qui est très très intéressant en soi, parce que on lui préfère le groupe unitaire qui lui est compact. Alors dans un sens, c'est facile, c'est-à-dire si on a un élément réel ici, ON de R, fois l'exponentielle de I fois une matrice A qui est antisymétrique réelle, c'est très facile de voir que M transposé M est égal à IN. Vous faites le calcul et vous utilisez le fait que l'exponentielle de moins B fois l'exponentielle de B, ça fait l'identité. Et que, ici, vous avez l'identité O transposé O est égal à l'identité. Donc c'est très facile. Mais maintenant, pour aller de là vers là, ça c'est plus difficile. Alors, on va prendre la décomposition polaire de la matrice M, ici, qui est là-dedans. Alors, ça s'écrit UH, je vous rappelle, U est unitaire, H est hermitienne. Donc, quand on va écrire M transposé M égale identité, ça va faire ici H transposé UH égale identité. Bon, ça c'est facile. Maintenant, attention, U est unitaire, c'est-à-dire que c'est U bar transposé U qui est égal à l'identité. Donc là, pour l'instant, on ne peut rien faire. Par contre, on peut mettre le H de l'autre côté, et regardez. Ici, vous avez un élément de Hn++. Parce que c'est H transposé. Bon, Hn++ est stable par transposé. Tout ça, on l'avait dit pour les matrices symétriques, c'est aussi valable pour les matrices hermitiennes. Ça, c'est H-1. C'est encore dans Hn++. Pareil, Hn++ est stable par -1, c'était pareil pour les matrices symétriques. Ici, on vérifie que c'est encore dans Un. Donc là, on utilise l'unicité de la décomposition. C'est-à-dire que ça va nous donner HT égale H-1 et U transposé U égale identité. Donc ça veut dire que U est bien dans ON, mais cette fois-ci, en comparant le fait que UT U est égal à IN et UT bar U est égal à IN, ça nous fait U égale U bar, c'est-à-dire U est réel, donc elle est orthogonale réelle. Donc U, ici, il est orthogonal réel. Ça y est, on l'a obtenu. Maintenant, on veut obtenir l'exponentielle de IA avec A antisymétrique réel. Ce que l'on sait, c'est exactement comme ce que j'avais dit tout à l'heure pour les matrices symétriques, c'est-à-dire que l'exponentielle va réaliser un homéomorphisme, on a juste besoin d'une bijection en fait ici, des matrices hermitiennes vers les matrices hermitiennes définies positives. C'est-à-dire que ce H
Là, c'est l'exponentielle d'une matrice B qui est hermitienne. Alors maintenant, on va travailler là-dessus. Mais en écrivant avec l'exponentielle, en prenant le log, si vous voulez, parce qu'on a le droit de prendre le log, puisque je viens de dire que l'exponentielle était bijective de Hn vers Hn++. Donc on prend le log, et ça va nous faire B transposé égale moins B. Donc ça, B transposé, c'est B bar, parce que B est hermitienne, donc on a B bar égale moins B. Bon, si je pose B égale IA, alors le fait que B soit hermitienne va faire que A transposé est égal à moins A, et le fait que B bar est égal à moins B va faire que A transposé est égal à A. Donc ça veut dire que A est réel et antisymétrique. Donc c'est l'exponentielle, ici, H, c'est l'exponentielle de I fois A, avec A antisymétrique réel. Voilà, c'était une première salve sur la décomposition polaire, ses avatars, d'accord ? Là maintenant, il nous reste encore pas mal de choses à voir. D'abord, son interprétation géométrique, son interprétation dans un espace métrique, parce que c'est quand même très métrique tout ça, et puis ses applications évidemment, ses applications topologiques, ses applications à tout. Voilà, juste un peu de patience et de persévérance.